Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, la date du 2 juin est fixée par respect au code électoral en son article LO 137 pour le président Macky Sall, article qui stipule que le collège électoral doit être convoqué 80 jours avant la date du scrutin. Le chef de l'État a reçu officiellement les conclusions du dialogue national. Les détails dans cette édition. Projet de loi portant amnistie. L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. Que faut-il comprendre? Le projet de loi est une mesure de décrispation. La loi permettra à certaines personnes qui ont eu maille à partir avec la justice de participer à la vie démocratique. On en parle dans Soir d'Info, la suite avec notre invité, l'ex-procureur spécial de la CREI, Alioune Ndao. Dans Soir d'Info, la suite. Tension entre Taxawu et Pastef, le torchon brûle entre les militants des deux formations politiques. Comment cette discorde peut-elle desservir l'opposition en vue de l'élection? Décryptage à suivre. Et puis des passagers de Air Sénégal souffrent le martyre à l'AIBD. Ils sont bloqués à l'aéroport 48 heures durant. Aux dernières nouvelles, les choses se sont décomptées. Et puis le maestro Habib Faye, immortalisé à Saint-Louis, le centre culturel et de formation de la vieille ville, porte désormais le nom du célèbre musicien bassiste Habib Faye. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Ce sera au Conseil constitutionnel d'apprécier, mais selon le chef de l'État, la date du 2 juin est fixée par respect au code électoral en son article LO 137, article qui stipule que le collège électoral doit être convoqué 80 jours avant la date du scrutin. Concernant l'après 2 avril, le président laisse aux 7 sages d'apprécier. Voici le président de la République. De ce dialogue, je pense que je serai plus à l'aise pour prendre une date et la fixer. Et je dois aussi consulter le Conseil pour avis, puisqu'il y a un sujet de controverse. Et comme certains l'ont dit, ça aurait été un sujet facile si nous n'étions pas des êtres ou des esprits supérieurs et complexes. Mais comme il y a controverse sur l'après 2 avril, évidemment, nous allons saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il nous donne sa lecture. Bien entendu, j'ai évoqué, dit et redit ma position, ma préférence. Il reste que cet avis qui sera sollicité par le président de la République devra nous donner vraiment l'ultime position qui devra permettre à tout le monde de s'accorder sur cette décision du Conseil qui s'appliquera à tout le monde. Il était essentiel qu'on revienne aux bases légales quand même de l'élection. Parce qu'on ne peut pas aussi faire une élection en faisant fi des dispositifs du code électoral qui organise le processus. Et la première exigence, quand on parle du collège électoral, c'était les dispositions de l'article LO 137. Donc la nécessité d'avoir 80 jours entre la date du décret et la date de l'élection. Dans l'actualité également, l'exposé des motifs concernant le projet de loi d'amnistie a été rendu public. Le projet de loi est une mesure de décrispation. La loi permettra à certaines personnes qui ont eu maille à partir avec la justice de participer à la vie démocratique. Ce qu'il faut retenir, voyons tout cela avec Abdoulaye Diop. Le projet de loi d'amnistie sera présenté à l'Assemblée nationale par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui sera également chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. Selon le texte du projet, celui-ci s'inscrit dans le but d'apaiser le climat politique et social, de renforcer la cohésion nationale, de consolider le dialogue national et de permettre à la vie démocratique. C'est un projet de loi visant dans son article 1er à amnistier de plein droit tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger,
se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tous les supports de communication, que leurs auteurs aient été déjà jugés ou non. Cette loi d'amnistie entraîne la remise totale de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que la disparition de toutes les déchéances, exclusions, incapacités et privations de droits attachés à la peine. L'article 3 stipule que l'amnistie ne porte pas préjudice aux droits des tiers. Les contestations relatives à l'application de cette loi seront jugées par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar. Abdoulaye, justement, arrêtons-nous sur cet article 3. L'article 3 du projet de loi qui stipule que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. La contrainte par corps ne peut être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie, sauf si ce n'est à la requête des victimes de l'infraction ou de leur ayant droit. Que faut-il comprendre? Écoutons les explications de l'avocat Maître Dibi Diallo avec Dissa Prera. Ne préjudicie pas aux droits des tiers. Bon, ça veut dire que, par exemple, lorsque vous êtes partie civile, vos droits sont préservés. Vous pouvez poursuivre la personne amnistiée devant le juge civil. D'ailleurs, il y a une disposition qui, plus loin, dit que les victimes peuvent exercer ou introduire ou initier la contrainte par corps. Vous comprenez? Ça veut dire que si une personne est condamnée, amnistiée, elle est condamnée, par la suite amnistiée. Dans ce cas, vous pouvez, pour recouvrer vos droits, exercer la contrainte par corps. Maintenant, la difficulté, c'est lorsque cette personne n'est pas condamnée. Lorsque la personne n'est pas condamnée au pénal, vous êtes tiers, c'est-à-dire vous avez subi un préjudice civil, vous pouvez poursuivre la réparation par la voie civile. Parce que l'amnistie vise à effacer des crimes ou des délits, tels que c'est rédigé à l'article 1er, à l'article 1er de la loi. Et puis retenez que les membres de la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains sont convoqués en réunion ce mardi 5 mars à 9h à l'Assemblée nationale, à la salle Marie-Joséphine Diallo du nouveau bâtiment. Dans l'actualité politique, tension entre PASTEF et Taxawu Sénégal, le torchon brûle depuis un petit moment entre les militants des deux formations politiques. Comment cette discorde peut-elle desservir l'opposition en vue de la présidentielle? Décryptage à la Sanba. Ex-PASTEF, la crise est plus qu'une réalité entre ces deux entités d'après bon nombre d'observateurs. Même si au niveau des instances de décision, l'on essaie de jouer la carte de l'apaisement et d'invite à l'unité. Une situation qui ne profite à aucun des deux camps. Ce qui s'est passé samedi au meeting du FIPU, là, il y a de l'accusation, chacun dit que c'est l'autre. Moi, je ne peux pas savoir c'est qui. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que parfois, ceux qui mettent le feu à la maison ne sont pas forcément des militants, ni d'un ni de l'autre. Donc je crois que Khalifa a bien fait de réagir vite, mais il faut que cette réaction soit encore plus ferme, plus forte, pour que les gens sachent que ceux-ci, en tout cas au moins au sommet, ils ne sont pas en train de se faire la guerre et après chercher à discipliner les militants, c'est important. Sinon ça réduit leur chance de quoi que ce soit. Même lecture chez le journaliste et analyste politique Pape Amadou Fall. C'est des ambitions debout qui s'expriment. Et après ce qui s'est passé au mois d'août dernier, quand la coalition a éclaté et tout ce qui s'en est suivi comme mauvaise campagne de presse, qu'une relation ne pouvait ou ne pourrait presque plus jamais s'installer entre les partisans de Ousmane Sonko et ceux de Khalifa Sall. Il est temps de se ressaisir et de se concentrer sur leur objectif, sinon l'alternance souhaitée cette année risque de ne jamais se réaliser. Mais aujourd'hui, c'est cela qui n'existe pas.
il n'y a presque pas de passerelle, ou il n'y a presque plus de passerelle entre Tahaou de Khalifa et le PASTEF de Ousmane Sonko. La charte qui avait été établie a volé totalement en éclats, de sorte qu'aujourd'hui, il s'agira de voir comment faire en sorte que les gens fassent preuve de dépassement. S'ils veulent être ensemble, c'est maintenant que ça se construit. Mais s'il n'y a pas la confiance, évidemment, il y a eu des épisodes passés durant lesquels on sent que ces gens, ils disent une chose aujourd'hui, le lendemain ils disent le contraire. Mais en termes de venir saboter un meeting, je ne sais pas d'où ça vient, mais qui que ce soit qu'il le fasse, je dis c'est une très grave erreur. En tout cas, ce n'est pas bon pour les deux coalitions. Après les scènes d'attaque verbale à l'Assemblée nationale et celles notées sur le terrain lors des rassemblements, beaucoup d'observateurs s'accordent sur le fait que l'ex-PASTEF et Tahaou ont besoin de se ressaisir pour arriver à matérialiser leur volonté commune exprimée lors de la mise en place de la coalition Yewwi Askan Wi. Merci Alassane, et quittons la zone de turbulence politique. Eux commencent à voir le bout du tunnel des passagers de la compagnie Air Sénégal qui ont souffert le martyre à l'AIBD, bloqués à l'aéroport 48 heures durant. Aux dernières nouvelles, les choses commencent à se décanter, mais que ce fut dur pour les passagers, les familles notamment. Reportage Fatima Touré. Tout ce beau monde au niveau de l'aéroport Blaise Diagne sont des passagers qui devaient voyager à bord d'un avion Air Sénégal depuis samedi en partance pour la France. Mais le vol est annulé par la compagnie aérienne sans explication aucune. 2 jours durant, 250 passagers font des va-et-vient sans cesse, mais jusque-là, mutisme total de la compagnie. Nous vivons des conditions très difficiles. Toutes nos activités sont à l'arrêt parce que nous sommes bloqués. Nous n'avons aucune explication sur les raisons de ces vols annulés. Ces retards nous coûtent très cher. Une situation avec son lot de conséquences. Beaucoup de ces passagers soutiennent avoir manqué des rendez-vous importants. D'autres disent être dans des conditions difficiles avec leurs enfants de bas âge. Nous on a les enfants, donc un bébé de 20 mois et une petite fille de 6 ans là. Une petite fille de 6 ans qui est malade, là, qui a vomi ce matin, qu'on peut pas changer parce qu'on n'avait pas prévu forcément l'échange qui sont dans les valises qu'on peut pas prendre. Et le bébé là qui a plus de couches et plus de lait, donc c'est compliqué quoi. Enfin, la situation c'est n'importe quoi. C'est scandaleux comment c'est géré par Air Sénégal. On fait rien, ça fait 2 jours qu'on est là, ça fait 2 jours qu'on sait pas, et on n'a aucune info. On sait pas. Ils sont incapables de nous dire la cause de la panne et puis à l'heure à laquelle on partirait. La compagnie Air Sénégal, toujours pointée du doigt par les passagers, s'insurgeant contre des retards répétitifs ou des annulations sans aucune explication. Les passagers demandent aux dirigeants d'Air Sénégal de réagir au plus vite. Dernière nouvelle, les choses commencent petit à petit à revenir à la normale. Fatima, merci beaucoup. Le collectif national des impactés du train express régional ne décolère pas. Les membres du collectif réclament le paiement des primes de vulnérabilité, de pertes locatives, entre autres. Les impactés déplorent aussi les lenteurs qui bloquent l'acquisition de leur site de recasement. Leur porte-parole, Mamadou Fall, avec notre équipe dans la banlieue de Dakar. De faire une marche le samedi 9 mars à 15h à Tali Diallo. Le Premier ministre avait pris des engagements pour nous donner des titres fonciers. Nous sommes déçus parce que jusqu'à présent, le dossier n'évolue pas. Surtout, le président va bientôt partir le 2 avril. Nous n'allons pas accepter qu'il parte sans autant régler notre problème. Nous avons fait des sacrifices pour laisser passer ce grand projet de l'État, qu'est le TER. Donc pourquoi le président ne peut pas prendre la chose en main, régler ça définitivement? Depuis presque 2016 à nos jours, nous courons toujours derrière ces dures autorités. Ils nous donnent des délais qu'ils ne respectent pas. Donc nous interpellons aussi ces bailleurs-là, la BAD, la BID et l'AFD, pour au moins qu'ils nous viennent au secours.
À la une également de l'actualité, la journée internationale de sensibilisation sur le papillomavirus, infection responsable de plusieurs types de cancers, dont celui du col de l'utérus, qui occasionne 4 décès et 5 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus quotidiennement dans notre pays. Voyons tout cela avec Maïmouna Ndiaye. C'est un jeu de questions-réponses entre professeurs, acteurs communautaires et élèves en médecine. Leur préoccupation, faire qu'aucune femme ne meure du cancer du col de l'utérus en cette journée qui marque la sensibilisation sur le papillomavirus. La principale stratégie, c'est la prévention primaire, donc qui consiste en la vaccination des filles contre les infections à papillomavirus humain, qu'on appelle HPV. La deuxième stratégie, c'est le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses. Et la troisième stratégie, ce sont les traitements palliatifs. Donc nous, en tant qu'acteurs de la vaccination, donc, nous intervenons sur le premier pilier et c'est eux qui interviennent sur les deux autres piliers. Donc pour atteindre l'objectif, il nous faudra conjuguer nos efforts ensemble. Les chiffres font état de plus de 1900 cas de cancer chaque année, 1300 décès au total. Pour ces professionnels de la santé, il faut agir vite et maintenant. Le moyen le plus sûr maintenant pour lutter contre ce cancer, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est la prévention. Vacciner au moins 90% des filles de moins de 15 ans, dépister et traiter 70% des femmes et prendre en charge 90% des lésions des cancers du col de l'utérus. Le dépistage précoce, principal plaidoyer. On peut guérir du cancer du col de l'utérus, comme l'a expliqué le professeur Gassama, mais il faut que le diagnostic se fasse très tôt et que la prise en charge soit quand même adéquate. Mais ce qu'on voit, c'est que la plupart des malades, on les voit en stade avancé où il n'y a pratiquement plus d'espoir. Donc c'est juste des traitements palliatifs ou bien c'est une chimiothérapie qui est quand même aléatoire. Mais si, comme il l'a dit, on a dépisté en stade précoce, le stade 0 à 1, avec la chirurgie, on parvient quand même à éradiquer, à guérir quand même ces patients. La Société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liées au papillomavirus entend rencontrer des parents d'élèves, accentuer la sensibilisation et faire passer des messages de malades guéris. Merci Maïmouna. Parlons maintenant du secteur extractif. Le Sénégal, vous le savez, a rejoint le Forum des pays exportateurs de gaz en tant que membre observateur. Une décision actée lors du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz qui s'est tenu ce samedi à Alger. Pour le président de la République Macky Sall, le Sénégal a souhaité rejoindre le forum en raison des découvertes majeures depuis 2014 avec des ressources récupérables estimées à 910 000 milliards de mètres cubes, incluant 50% du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim. Eh bien, c'est une bonne nouvelle selon l'expert Bachir Dramé, interrogé par Chérif Dia. Oui, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'abord pour le Sénégal, en termes de politique et en termes de politique étrangère, mais surtout en termes de positionnement géostratégique. Parce qu'il faut compter désormais avec le Sénégal sur les découvertes de classe mondiale de Sangomar, plutôt de Yakateranga et de GTA. En plus de Sangomar, effectivement, on a découvert non seulement du gaz associé, on cherchait du pétrole, mais à côté, on a découvert aussi des gisements de gaz. On a tué des champs de gaz extrêmement intéressantes et qui n'ont même pas encore fait l'objet de communication d'envergure, encore moins d'exploitation. Donc cela est effectivement intéressant. En termes de perspective, cela repositionne effectivement le Sénégal pour fournir au monde, notamment à l'Europe, du gaz. En titre de cette édition, Habib Faye, toujours dans les cœurs, restera à jamais dans les esprits. Le défunt musicien immortalisé à Saint-Louis, le centre culturel et de formation de la vieille ville, porte désormais son nom. La cérémonie d'inauguration a eu lieu au moment de la remise de diplôme à 60 jeunes formés dans plusieurs domaines de l'audiovisuel et de la culture. Cérémonie en présence également de la famille de Habib Faye, compte rendu Ousseynou Diop et Habib Seck. Et de formation Habib Faye a été inauguré en présence de plusieurs personnalités et acteurs culturels de la ville de Saint-Louis.
Ce centre qui porte le nom de Feu Habib Faye a pour objectif de former les jeunes des 14 régions du Sénégal dans les métiers du son, de la vidéo et de l'infographie. En marge de la cérémonie d'inauguration, 100 jeunes ont reçu leur diplôme des mains des autorités locales. Pour la famille de Habib Faye, la ville de Saint-Louis a immortalisé le grand bassiste. C'est un honneur que l'on fait à la culture de façon générale. Un honneur que l'on fait tout simplement à l'art. Aujourd'hui, de par la transversalité d'Habib, montre carrément qu'il y a une certaine osmose entre les deux secteurs que sont l'audio et la vidéo. Désormais, Saint-Louis a son centre de formation qui sera un levier important pour vulgariser la culture saint-louisienne, selon le maire de la ville, Mansour Faye. Mettre en place cet outil va faire revivre la culture dans sa dimension la plus totale. Et ce centre en constitue un. Donc pour moi, en tant que maire de la commune de Saint-Louis, je ne peux que magnifier cette dynamique. Les acteurs culturels de la vieille ville ont demandé à la jeunesse de bien travailler pour relever les défis afin que Saint-Louis puisse retrouver son lustre d'antan dans les domaines de la culture et de l'art. La famille de Habib Faye a tenu aussi à remercier lors de cette rencontre le roi du Malar Youssou Ndour qui a beaucoup fait pour Habib Faye. Merci aussi. Une signature d'un partenariat entre le Japon et la Fondation Lumière pour Enfance, un don pour la réhabilitation de l'école élémentaire Pikine 17 d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Aminata Mbaresso. Partenariat pour la réhabilitation de l'école élémentaire Pikine 17, l'artiste Kumba Olosek et l'ambassadeur du Japon au Sénégal font cause commune pour donner un souffle nouveau à cet établissement niché dans la banlieue dakaroise. C'est dans cette perspective que s'inscrit l'initiative de l'association Lumière pour l'enfance Kumba Gawlo de procéder à la réhabilitation de l'école élémentaire Pikine 17, qui occupe une place de choix dans l'écosystème scolaire de par sa position géographique, stratégique, le nombre d'élèves qu'elle reçoit et sa part contributive dans l'offre d'éducation à nos enfants. Donc il y a 150 ans, le Japon a décidé de se développer. On cherche les ressources, mais le Japon ne possède pas les ressources naturelles, que les ressources humaines. Le Japon s'est développé basé sur les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est la base de construction du pays. Ce don acquis par le biais de la Fondation Lumière pour Enfance, une vieille doléance de l'artiste. Depuis plusieurs années, l'école élémentaire Pikine 17 se trouve dans un état de délabrement chronique, inadapté à des conditions d'études décentes. Face à cette situation, l'association Lumière pour l'enfance Kumba Gawlo a donc initié un projet soumis à notre partenaire, l'ambassade du Japon, qui a accepté de nous accompagner par un don de 70 000 € qui permettra sur une durée de 2 mois la réhabilitation de 12 salles de classe, la réfection de la bibliothèque, de la salle des professeurs et des toilettes et l'aménagement de cadres de vie. Cette coopération par la première entre le Sénégal et le Japon. Depuis l'indépendance, le Japon a construit 770 écoles. De plus de 4100 salles de classe et 2 centres de formation. Et environ 320 volontaires japonais sur un travail affecté au secteur de l'éducation. Et 50 milliards de CFA francs de coopération financière sur 3 ans pour le renforcement du système éducatif. 4 projets d'assistance technique réalisés en sciences, en mathématiques depuis 2007. Voilà, toujours. Pour la réhabilitation de l'école élémentaire Pikine 17, c'est une enveloppe d'environ 50 millions qui sera débloquée. Kumba Olosek et son équipe s'engagent à mettre en œuvre tous les engagements pour l'épanouissement des enfants. Puis un mot de sport, Ligue 1 sénégalaise, Jaraaf, champion de la phase aller, est à 3 points du nouveau leader Teungueth FC. À l'issue de la 15e journée, à 11 journées de la fin désormais, il est difficile de prédire qui sera sacré champion selon notre consultant Lamine Conté, interrogé par Cher Sadibou Diarra.
ce qui fera la différence, autant pour Tenguei que pour le Jaraaf ou le trio de tête, ce sera la constance dans les résultats. L'équipe qui sera capable de s'inscrire dans une dynamique de victoire pendant au moins 3-4 journées successives aura pris une sérieuse option pour le titre. Maintenant, le Jaraaf est encore dans les travers des matchs nuls comme en début de phase aller. Mais souvenez-vous qu'au bout de la dernière journée de la phase aller, Jaraaf a chippé le fauteuil à tout le monde. Donc il faudra être vigilant et ne pas les écarter. De même que Pikine peut-être. En tout cas, c'est pas encore joué. C'est peut-être un peu trop tôt pour se prononcer sur le titre. De table à présent, la première édition du Mémorial Ballalo dédié aux joueurs vétérans du tennis de table a vécu. Sékou Traoré est sorti vainqueur, lui le directeur technique de cette discipline à la recherche de la massification au Sénégal. Compte rendu, cher Sadibou Diarra. Pour une première, ce fut une grande réussite. Le Mémorial Ballalo disputé par les joueurs vétérans du tennis de table s'est bien déroulé. Les organisateurs pensent déjà à la pérennisation. On peut dire que c'est un tournoi qui s'est déroulé dans de très bonnes conditions. On a eu beaucoup de joueurs. Au final, donc, on a eu un champion qui s'appelle Sékou Traoré. Mais ce que je peux dire par rapport à l'organisation, ça a été une très bonne organisation. Elle a été réussie à tout point de vue. Et nous espérons que la seconde édition sera mieux que celle-ci. Sékou Traoré, un vainqueur doublement ravi. Moi, je suis l'heureux gagnant, c'est vrai, mais je suis aussi le directeur technique de la fédération. Donc, on se réjouit quand même de l'initiative, espérant que ça va continuer comme ça. Parce que ça nous permettra au moins de pouvoir relancer le tennis de table. Bien qu'on est dedans, parce qu'on a fait les championnats régionaux, national, individuels. Bon, maintenant, on attend que le Ramadan soit passé pour qu'on puisse quand même faire le reste. C'est-à-dire l'équipe garçon-fille, hein, et les doubles, par exemple. Le tennis de table, une discipline en plein essor au Sénégal. Cette fédération compte plus de 800 licenciés et ces licenciés sont répartis entre 4 à 5 régions, mais on joue essentiellement à Dakar. Et je pense que c'est vrai que c'est une discipline qui n'est pas très connue, mais c'est une discipline aujourd'hui qui se pratique, on peut dire, assez bien au niveau du Sénégal. Maintenant, comme vous dites, il faudra un peu vulgariser cette discipline et c'est un peu ça la mission de la Fédération sénégalaise de tennis de table. Encore en manque de reconnaissance au niveau national, le tennis de table sénégalais espère avec 2 représentants aux Jeux africains Accra 2024 réaliser des performances qui seront de meilleurs vecteurs de vulgarisation. Et cet élément est la balle de match de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'Info, la suite avec l'ex-procureur spécial de la CREI, Monsieur Ali Ndao. À tout de suite.